Bonsoir, 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 bienvenue dans le talk de France Info. Comment allez-vous le chat? Je vois déjà Pisca Flash qui est bien motivé et qui dit en attendant le live, je vais créer quelques images sur Stable Diffusion. Voilà dans le thème du sujet du jour. Tous les soirs, on est ensemble sur Twitch dans le talk à 18h du lundi au vendredi. Et puis, on parle d'un sujet d'actualité. On s'arrête sur un sujet par jour. Et donc, on est avec des invités en studio pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Et avec vous, le chat, évidemment, l'invité principal, c'est le chat. Donc, vous posez des questions et vous réagissez. Marie de 111, hello. Alors, il y a toujours les... ça y est, là, on a un petit groupe d'habitués. Je vous vois, vous êtes là déjà avant même que le stream commence. Hello, est-ce Manon ou une fake vidéo? Non, c'est bien moi. Fausses lunettes. Non, ce sont des vraies lunettes. Le sujet du soir, vous l'avez bien. Est-ce que vous êtes dans le serveur Discord du Talk, d'ailleurs, le chat? Dites-nous, qui est là déjà ce soir mais ne nous a pas encore rejoint sur le Discord? On va peut-être demander aux modos, Hugo et Clément d'ailleurs, bonsoir et merci les modérateurs, de vous envoyer le lien vers le serveur Discord du Talk. C'est pas mal parce que déjà, je vous annonce un peu le planning de la semaine avec les sujets en avance, tout ça. Puis vous pouvez aussi proposer des sujets, proposer des noms d'invités aussi. Alors nous, on étudie tout ça et puis quand on trouve que c'est intéressant, pertinent et tout, on essaye de monter les émissions que vous avez envie de voir dans le talk. Donc, retrouvez-nous sur Discord. Et puis ensuite, on débriefe aussi sur les émissions une fois qu'elles sont terminées. Je vous demande un peu ce que vous en avez pensé, tout ça. Le sujet de ce soir, on va parler justement de ces fausses images générées par intelligence artificielle. Oh là là, on les voit circuler depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Et même dans les médias, d'ailleurs, on va en reparler. Alors, est-ce que vous les avez vues passer, ces images, les amis, dans le chat? Racontez-nous un petit peu. Il y a eu le pape en doudoune, le pape en manif LGBT+, Donald Trump en train de se faire arrêter, Emmanuel Macron qui ramasse des poubelles, une personne âgée ensanglantée lors d'une manifestation, Julian Assange qui a l'air fatigué aussi, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Bref, toutes ces images hyper réalistes sont pourtant fausses, elles ont été créées à la demande par des intelligences artificielles comme Midjourney ou DALL-E, par exemple. J'espère que je prononce bien les noms des logiciels. Voilà, en gros, il suffit d'une phrase descriptive pour fabriquer l'image de son choix. Voilà, c'est assez effrayant, moi je trouve, en tant que journaliste en tout cas. Alors il y a quelques détails qui échappent encore à la technologie, quelques détails qui, si on est vigilant, peuvent nous permettre de détecter justement ces fausses images. Mais pour combien de temps encore? C'est une question qu'on peut se poser. Bref, vous imaginez bien toutes les inquiétudes que ça peut susciter, toutes les questions qu'on peut se poser, notamment sur le front de l'info et des fake news. Orwell craignait qu'on nous cache la vérité, mais les choses aujourd'hui semblent encore plus compliquées. La vérité n'est pas cachée, c'est peut-être carrément la réalité qui disparaît. Les progrès des intelligences artificielles rendent de plus en plus difficile, en fait, la confiance que l'on peut accorder aux images et aux infos de manière générale. Le risque, et il est déjà là peut-être, c'est qu'en fait, les gens considèrent que tout est faux, y compris les faits, y compris les vraies images, et le risque, finalement, c'est de ne plus croire ce que l'on voit. Ce soir, on va vous expliquer déjà comment fonctionnent ces technologies. On va vous donner des clés aussi pour vous aider à détecter une fausse image. On va aussi se demander quelles questions tout cela pose pour les médias, pour les journalistes. Et puis, on va se demander comment éviter les dérives. Est-ce que les choses pourraient déraper? Et est-ce qu'on sera en mesure de contrôler tout ça à temps? Que peut faire l'Europe? Que peuvent faire les États? Que peuvent faire les géants de la tech? Et nos invités, pour en parler, c'est toujours mieux. Gérald Dolubovic, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vérifie que vous êtes bien dans le cadre. Ah ouais, Thomas, tu peux peut-être te décaler un tout peu. Ouais, parfait. Alors, allez, on se rapproche. Super. Gérald, tu es journaliste, spécialiste des médias synthétiques. C'est ça. Auteur de la newsletter Synth, qu'on vous envoie d'ailleurs dans le chat si vous voulez vous abonner, et enseignant à Sciences Po
La Exact. newsletter Synth, en gros, tu racontes quoi dedans? C'est une newsletter pour l'instant mensuelle qui va probablement changer de rythme et qui traite de l'actualité des médias synthétiques, c'est-à-dire deepfake, IA générative, ce genre de choses. Et voilà, et j'explore un petit peu ce monde-là. Ok. Médias synthétiques, j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc en gros, ouais, fausses images, images générées artificiellement. Images générées artificiellement par technique, voilà, à travers les intelligences artificielles, on va dire. Ok, bah bienvenue à toi. Thomas Merci. Pontillon, Bonsoir. bienvenue, Merci. bonsoir. Est-ce que vous connaissez Thomas Pontillon dans le chat? Est-ce que vous avez déjà entendu Thomas Pontillon? Thomas Pontillon qui est journaliste à France Info à la cellule Vrai du Faux. Exactement. Et Donc toi, ça fait combien de temps que tu... je suis au Vrai du Faux, ça fait déjà bientôt 5 ans que Ouais. je suis au Vrai du Faux. Et du coup, le Vrai du Faux, on fait tous les jours. On a surtout la chronique le matin, le Vrai du Faux à 7h30. Ouais. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la désinformation et notamment sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui peut venir d'Internet, qui a pris un vrai essor ces dernières années. Marie de 111 qui dit de non, oui. Bah voilà. Voilà. Tiens, déjà, est-ce que tu peux nous raconter, en tant que journaliste à la cellule Vrai du Faux de France Info, quand tu as vu ces fausses images arriver, comment tu as réagi? Et est-ce que tu connaissais déjà Alors moi, ce j'avais principe-là? j'avais déjà entendu parler. Que nous, on découvre, mais... Il y avait notamment Dali, moi, que j'avais déjà, mais qui n'était pas très efficace. Là, moi, c'est surtout les photos de Trump arrêté que j'ai vues l'autre jour qui m'ont vraiment sauté aux yeux, Ouais. où je voyais qu'elles étaient fausses, mais je voyais bien quand même qu'on pouvait croire qu'elles pouvaient être vraies et qu'il y avait eu un bond qui avait été fait. Donc nous, on en a fait un sujet à l'antenne pour expliquer qu'elles étaient fausses, comment voir, comment elles étaient fausses, etc. Et en fait, ça s'est quand même bien emballé dans les 2-3 dernières semaines, parce que derrière, il y a eu Macron dans les manifs, Macron en éboueur, il y a eu des manifestants, voilà, enfin, t'en parlais tout à l'heure, qui ont été frappés, etc. Et en fait, nous, on se retrouve un peu dans un truc où on est un peu embêté, parce qu'en fait, au début, on en avait une ou deux, et donc on les traitait en disant que c'était faux, en expliquant, et en fait, aujourd'hui, depuis 2-3 semaines, on est vraiment un peu submergé avec des photos qui arrivent de partout, et en fait, on se retrouve à quasiment plus pouvoir toutes les traiter, parce qu'il y en a énormément, quoi. Donc, c'est un vrai défi. Gérald, toi, ça fait depuis combien de temps que tu t'intéresses aux images génératives? Alors aux IA génératives, ouais. Aux IA génératives, pardon. Ça fait depuis 2017, parce que j'ai commencé à regarder le phénomène des médias synthétiques, justement, donc de ces images improbables réalisées à l'aide d'intelligence artificielle à travers les deepfakes. Donc c'était les vidéos qui étaient réalisées comme ça par des réseaux de neurones, ce qu'on appelle. Et donc du coup, en fait, naturellement, en faisant ma veille sur ce genre de sujet, évidemment, on entendait déjà parler d'un certain nombre de technos qui étaient à l'étude dans les labos. Adobe avait avait fait quelques présentations de son vocaux et de son algorithme. Et donc du coup, en fait, on savait qu'il y avait des choses qui se préparaient. Mais en revanche, c'est le côté grand public en fait qu'on n'a pas vu spécialement venir, parce que ça, c'est venu d'un coup l'an dernier, quoi. Et est-ce qu'il y a Gizmo34 qui dit les photos de Trump, j'ai failli me faire avoir. On va vous montrer tout à l'heure 2-3 photos, le chat. On va notamment vous montrer les petits indices qui permettent de constater que c'est une fausse image. Est-ce qu'il y a en tout cas un cap technologique qui a été franchi? Je pense que oui. Après, ce qu'on se disait surtout, c'est qu'il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est accessible pour quasi tout le monde, en fait. C'est surtout ça, en fait, le vrai cap. C'est-à-dire qu'avant, pour faire des fausses images, fallait être calé sur le sujet, quoi. Fallait savoir maîtriser Photoshop, fallait du coup de l'argent pour acheter Photoshop, fallait un ordinateur, fallait un paquet de trucs. Là, aujourd'hui, cet après-midi, je me suis amusé. Je pouvais faire une photo en 5 minutes de, je sais pas, Emmanuel Macron qui regarde le talk en buvant un mojito à l'Élysée. J'aurais pu faire une photo pour ça pour ce soir. Donc, et ça m'aurait coûté, c'était 8 ou 9 euros, je crois, de l'abonnement pour... voilà, il y a vraiment ce cap-là qui a été franchi. Parce que Midjourney, c'est devenu payant depuis peu, mais est-ce qu'il existe d'autres entreprises qui sont encore open, qui sont gratuites? Oui. Alors, il y en a 3-4 principales. Sites. Donc, il y a Midjourney dont on a parlé, qui est devenue payante parce qu'en fait, il y avait trop d'affluence et précisément, comme il y avait des images générées un peu controversées, donc en fait, ils ont bloqué un peu l'accès. Il y a Dali, qui est donc la version de OpenAI qui fait aussi ChatGPT. Donc, ça, c'est encore une autre version. Et puis, on a Stable Diffusion qui, là, pour le coup, Stable
Stable Diffusion, il y a un de vos spectateurs là, qui utilise ça. Globalement, en fait, il y a une version... Firefly chez Adobe aussi, il y a Firefly qui est sorti il y a quelques jours aussi, effectivement. Et Stable Diffusion, en fait, il y a deux versions. Il y a une version propriétaire, il y a une version open source qu'on peut télécharger. Et là, pour le coup, on peut entraîner le modèle avec ses propres images, à faire ce qu'on veut. Donc, c'est très utile pour des graphistes pros, des pros de l'image. Et c'est aussi probablement très utile pour commencer à travailler un peu la désinformation. Et surtout, c'est pas cher, en fait. C'est vraiment c'est gratuit. Voilà, alors le gratuit, c'est encore moins cher c'est complètement gratuit. Mais même Midjourney, ça coûte vraiment pas grand-chose, quoi. Enfin, pour le coup. Et le saut techno, il s'est vraiment fait au mois de novembre. Là, au mois de mars, pardon. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, on avait la version 4 de Midjourney, qui était... on faisait une photo de Macron devant l'Élysée. On n'avait pas quelque chose de photoréaliste. Et là, la 5... Et là, la 5, elle a fait un bond en photoréalisme qui est juste... toutes les images qu'on voit, et notamment le pape, c'est la 5. C'est la 5, ouais. Et ça explose, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement comment ça fonctionne, comment fonctionne l'intelligence artificielle, dans quelle base de données elle va piocher Wow, Gérald, Thomas. On va dire la même chose. Ouais, non, mais allez-y, Thomas. Tranche. Pour faire très simple, et je me corrige moi, mais pour faire très simple, en gros, en demandant, par exemple, on va reprendre l'exemple d'Emmanuel Macron, il va trouver sur Internet toutes les photos d'Emmanuel Macron, ce qui va lui permettre de refaire une photo de Macron dans la situation dans laquelle on lui demande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne avec des personnalités publiques très connues, dont il y a beaucoup de représentations sur Internet. Et c'est un peu comme ça, en fait, ça avait une espèce de moteur de recherche géant qui va reconstituer. En fait, il faut voir un peu l'image, un peu comme une phrase, entre guillemets. Enfin, il va reconstituer ce qui existe déjà. Ce sont de vraies images. Alors, en fait, tous ces modèles-là de génération d'images, mais c'est valable aussi pour ChatGPT comme le texte ou l'audio. En fait, ça repose sur deux bases, sur une grosse base d'entraînement qui est en fait améliorée à chaque version. Donc, la version 0.5, elle a été améliorée par la version 0.4. Et en fait, ça scanne pour l'entraînement de l'algorithme tout Internet, toutes les photos d'Internet. Okay. Donc là, on en a des milliards qui sont en fait observés par l'algorithme qui va en fait les analyser et en tirer sa propre sauce. En fait, il va comprendre des trucs à lui. On ne sait pas ce qu'il comprend. Mais le chat, si on rentre le texte chat, il va sortir un chat, mais on ne sait pas comment il a fait pour trouver que c'était un chat. D'accord. Ça, c'est le truc. Donc, c'est une boîte noire, en fait, un peu au milieu. On sait ce qu'on fait rentrer comme texte, comme commande, et on sait ce qui va sortir, mais on ne sait pas comment il gère le truc au milieu. Et ça, en fait, globalement, il faut voir un peu comme un sculpteur, en fait, qui aurait une espèce de gros truc de glaise. En fait, quand l'algorithme va travailler son image, il va enlever, en fait, de la matière pour raffiner d'abord des contours, et puis il va aller de plus en plus dans le détail pour vraiment faire la sculpture à la fin parfaite. Là, c'est pareil en termes d'image. Ok, et j'imagine que l'intelligence artificielle ne va pas chercher des images sur des sites vérifiés et certifiés. Elle prend un petit peu tout au hasard sur Internet. Tout. Ils ont même retrouvé dans Stable Diffusion des images de patients qui se prenaient en photo dans les hôpitaux, des images de radio, des images pédopornographiques, tout un tas de contenus. Donc loin sur le web, quoi. Alors, loin dans le web, ça va chercher. Tout ce qu'il y a sur le web, y compris dans les zones les plus marquées du web. Et c'est ce qui fait aussi que, par exemple, OpenAI utilise, par exemple, des Kenyans pour trier, en fait, ces images-là, qui payent une misère. Et donc, du coup, en fait, on a des situations comme ça où, en fait, on outsource du travail comme ça à l'étranger pour purifier, on va dire, en fait, le modèle et qu'on ne se retrouve pas, nous, à l'utiliser avec des trucs qui... peu bizarre, quoi. C'est ça aussi le risque, Thomas, c'est qu'en gros, plus on met de fausses images dans la machine, plus elle est susceptible d'en recréer derrière. Alors ça, je ne sais pas, c'est une bonne question si les fausses images auront une incidence. J'imagine que... Probablement. En mode cercle vicieux, infernal. Après, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'en fait,
n'y aura pas de distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, ça va tout englober, d'un coup. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une étude c'était avec ChatGPT où aux États-Unis, on a demandé à sortir un texte pour critiquer les vaccins après la mort de Colin Powell, donc, qui était un homme politique américain qui est mort du Covid, pas du tout lié au vaccin, mais lié évidemment au Covid. Et sur 100 demandes, il y a eu 80 qui étaient plutôt favorables au vaccin, mais il y en a eu 20 qui étaient ouvertement défavorables au vaccin et qui disaient que c'était le vaccin qui avait tué Colin Powell, ce qui était évidemment faux. Et ce qui veut dire que, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, selon comment on va formuler la question, selon comment on va vouloir capter un peu l'intelligence artificielle, on va pouvoir lui faire dire un peu ce qu'on veut, même si effectivement on ne sait pas vraiment ce qui se passe au milieu, on va quand même pouvoir l'influencer ou l'utiliser à dessein selon ce qu'on a envie d'en faire. C'est même pire que ça, parce que là, ils ont sorti en fait un GPT, Freedom GPT, donc c'est une boîte américaine, texane. J'allais t'en parler, j'ai vu que tu avais tweeté là-dessus, raconte-nous. Exactement. Et ben en fait, du coup, OpenAI en fait a bloqué un certain nombre de termes pour éviter justement de la désinformation, ou alors que ça raconte vraiment trop n'importe quoi. Et donc du coup, ça a créé une sorte de censure, on va dire, de la part d'OpenAI. Des utilisateurs s'en sont plaints, et il y a une boîte qui a été créée pour qui a dit oh, bah, moi, je m'en fous, pas de censure, un peu à la Elon Musk sur Twitter, pas de censure, et on fait un Freedom GPT. Et là, pour le coup, quand on voit même les exemples, quand on arrive sur la page d'accueil, comment fabriquer une bombe, c'est comment fabriquer une bombe, comment mettre à mal un gouvernement, les problématiques de vaccins, voilà. Donc on est aussi un peu dans cette, on commence à toucher la crème du complotisme dans ces eaux-là, et c'est assez inquiétant effectivement. Et alors là, si on revient un peu sur les fausses images, on a surtout vu des fausses images qui mettent en scène des hommes politiques. Pourquoi ? Vraiment des images très liées à l'actu politique. C'est drôle, c'est le moment. Ouais, je pense, voilà, c'est ça. Emmanuel Macron dans la rue, contre sa réforme des retraites, voilà, c'est forcément une image qui... Après, c'est pareil, c'est aussi un point de... C'est technique, en fait. Il y a plus de photos d'Emmanuel Macron sur Internet que de photos de moi ou de nous. Ce qui fait que, en fait, si je tape mon nom, a priori, Midjourney va pas ressortir une photo de... Il ne sortira pas une photo de moi, en fait, il ne la retrouvera pas. Et Emmanuel Macron, tout ce qui est personnalité publique, évidemment, du coup, il y a beaucoup de photos, même si ça ne marche pas systématiquement, puisqu'Elisabeth Borne, il n'avait pas réussi à la ressortir tout à fait correctement. Oui, pourtant, il y en a des photos d'Elisabeth Borne. Donc, c'est dire le niveau de photos qu'il faut avoir. Même Marine Le Pen. Hein. Moi, même Marine Le Pen, c'était pas testé. T'as essayé ? J'ai testé Borne. T'as fait dire quoi à l'intelligence artificielle ? Rien du tout, juste du portrait, en fait, pour voir s'il était capable de fournir un portrait classique. Donc, les personnalités, on va dire, un petit peu en dessous, donc qui ne sont pas de nature internationale. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment dans les gouvernements locaux. Même Mélanie, j'ai pas réussi à la refaire. Enfin voilà, il y a encore des... Xi Jinping non plus. Mais là, je crois qu'il y a un ban. Un peu différent, il y a un ban là-dessus. Et puis, les anciens hommes et femmes politiques, c'est pareil, grosse galère. Enfin, impossible de faire du Chirac, du Mitterrand. C'est lié à la qualité de l'image aussi. Et au nombre de photos disponibles, je suppose. Enfin, je sais pas combien il y a de photos d'Emmanuel Macron, il faudra regarder, mais il doit y en avoir quelques milliards. Et d'Elisabeth Borne, il doit y en avoir quelques dizaines de millions, peut-être. J'en sais rien, je donne mais cet ordre de grandeur fait vraiment une vraie différence sur la qualité de la photo. Comme le pape, qui est très bonne qualité, mais parce que les photos du pape, il y en a. Oui, le pape, on sent qu'on a envie de lui faire faire plein de trucs. Kyle CM qui fait une remarque intéressante qui dit l'intelligence artificielle a surtout pompé tout le web au détriment du droit d'auteur. Bah ça, il y a plusieurs actions en cours en Grande-Bretagne notamment, donc l'agence Getty Images, qui est une agence photographique qui fait du stock et de l'éditorial, donc du news et de l'illustration, a porté plainte contre Stability AI, donc qui est la boîte qui gère Stable Diffusion. Justement pour ces questions de copyright. Il y a pas mal de questions de copyright à ce niveau-là, pas tellement d'un point de vue auteur, mais d'un point de vue utilisation des images qui sont dans la base, parce qu'aux États-Unis, grosso modo, c'est géré par ce qu'on appelle le fair use, qui est donc le droit de copier, le droit de citation, quoi. Grosso modo, on a le droit d'utiliser les images, mais en mode pour de la recherche, par exemple. Ça permet d'alimenter des modèles, mais la question commerciale, elle se pose. Il y a Pisca Flash dans le chat qui dit avec Stable Diffusion, en effet, je pourrais entraîner
l'intelligence artificielle pour créer un modèle Macron en 45 minutes en utilisant 20 images. Résultat douteux, mais ça marche. Avec 40 images, c'est déjà bien. Et qui précisait tout à l'heure qu'il fallait quand même savoir un peu coder avec Stable Diffusion. La question aussi, c'est qui est derrière ces logiciels, en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces gens? Alors, est-ce que c'est des développeurs Non, mais c'est-à-dire que, alors en fait, donc c'est des compagnies, c'est des entreprises. Derrière DALL-E, par exemple, c'est OpenAI, et donc derrière OpenAI, il y a eu Elon Musk qui faisait partie des premiers, voilà. Et puis il s'est brouillé avec Sam Altman, qui est donc le CEO d'OpenAI. Mais globalement, en fait, ce sont des gens derrière Stable Diffusion. C'est un monsieur qui s'appelle Emad Mostaqueh, qui est pareil, qui a travaillé dans différentes dans la tech, globalement, ils sont tous dans la tech. J'ai oublié qui était derrière Midjourney, ça m'échappe là d'un coup. On peut chercher si vous voulez. On peut demander au chat. On a un chat sérieux. Cool il y a Microsoft aussi. Il y a Microsoft évidemment, qui est quand même qui un peu pignon sur rue et qui est quand même aussi, qui est un acteur important. Et ils ont quoi en commun, du coup, ces gens qui y a derrière Midjourney, Delta? Il y a une idéologie commune? Une vision du monde? Oui, peut-être. Dites-nous un peu si... C'est difficile parce qu'en fait, l'intelligence artificielle... tout à l'heure, on en parlait, on comparait ça un peu à l'iPhone d'il y a 15 ans. En fait, quand on a eu l'iPhone au tout début, on ne savait pas bien ce qu'on allait en faire, mais on sentait que ça allait occuper nos vies. Puis 20 ans après, on en a tous un iPhone ou un autre smartphone. L'intelligence artificielle, on arrive aussi David à un point Holtz pour Midjourney. Il y aura, où on va beaucoup l'utiliser. Alors après, comment... la philosophie qui est derrière, c'est assez large. En fait, alors c'est globalement en fait les tenants de cette techno sont tous inspirés un peu par des idéologies libertariennes. Donc contre l'État en fait. Alors contre l'État. On ouvre le maximum, ils sont inspirés aussi par l'open source, dans une certaine mesure, dans une certaine forme d'open source, pas le côté Linux, mais plutôt... Oui, parce qu'il y a plusieurs cultures. Voilà, GNU, mais quelque chose de plus capitalo-centré, on va dire. Et donc, du coup, il y a cette volonté un petit peu de pousser, en fait, toute forme d'intelligence artificielle, parce que là, on parle des IA génératives qui permettent de faire du texte et de l'image. Il y a tout un tas d'IA qui existent et qui sont assez dominantes. Et l'idée, c'est d'arriver à un moment donné, de pousser, et ça c'est notamment du côté OpenAI et soutenu par Microsoft, d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui est une sorte d'équivalent de nous, mais version machine. Donc un truc très fantasmé. C'est l'objet d'une lettre qui a été récemment produite, d'ailleurs, par ces géants de la tech. Et globalement, tout ça, c'est matiné d'une idéologie transhumaniste. Voilà. Et il y a pas mal de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur le sujet. Il y a aussi quand même un côté très industriel aussi, c'est-à-dire vraiment de ne pas rater. Bien sûr. Se faire de l'argent. C'est ça, c'est très lucratif, c'est géopolitique. Et géopolitique, parce qu'il y a un conflit avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine sur le sujet, d'essayer d'être le premier. Et ça, c'est vraiment aussi une dimension qui est quand même assez importante. Très forte. Une question peut-être pour toi, Thomas, de Twitch TV Bankser. Cette question des fausses images ne va-t-elle pas mettre en doute certaines images qui, elles, peuvent être réelles pour le coup? Alors oui, ça pour le coup, ça on a eu un bon exemple la semaine dernière, parce que du coup, il y a eu, après les manifs contre la réforme des retraites, il y a eu plein d'images, donc Midjourney. Voilà, il y a par exemple c'est pas celle-là que je voulais mettre, c'était celle-là. Voilà. Mais voilà, celle-là, donc il y a eu cette photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, dont on nous disait qu'elle venait de Midjourney, parce que effectivement, on voit que le grain est un peu spécial, le visage, elle est sombre, le visage du CRS ou du policier pas très visible. Celui qui elle a été beaucoup partagée en nous disant que c'était donc une fausse photo. Et patatras, en fait, non, c'était une vraie photo. On a retrouvé le photographe, en l'occurrence, qui a pris cette photo, qui a diffusé d'autres images de cette jeune fille et des policiers. Et c'était une vraie photo, en fait. Qui est bien la preuve quand même qu'on a changé un peu de dimension, c'est que même une vraie image, on pense qu'elle pourrait être fausse, juste parce qu'en fait, elle est un peu spéciale. Moi, je suis pas photographe, mais je sais pas précisément comment il a pu avoir ce rendu-là, mais... Pour moi, il était un peu sous-ex et il a remonté un peu
la lumière artificiellement pour Ouais, avoir en fait, c'est hyper contrasté. Pardon, du coup, je l'ai enlevé, mais c'est ça le principal risque, c'est que à partir du moment où on voit des fausses images arriver comme ça en masse sur les réseaux, bah, finalement, on sait plus quoi croire. C'est un peu la fin du je crois ce que je vois, quoi. Oui, Ou est-ce que je sais c'est un pas, peu, c'est- ou est-ce que j'abuse un peu, est-ce que je m'inquiète un peu trop? En fait, là, faut avoir bien en tête un truc quand même, c'est que depuis quelques semaines où on voit toutes ces photos qui sont diffusées, Ouais, elles sont faites, c'est sous forme de blagues souvent. bah C'est oui. voilà, c'est le On en est encore au voilà. stade de l'humour, Mais quoi. voilà, c'est le pape qui est dans une manif LGBT, c'est Mm. Donald Trump Ouais. qui se fait arrêter. Donc c'est peu crédible. C'est- Macron qui ramasse Oui, les poubelles quand même. mais finalement, Voilà. c'est peu crédible, mais il y a quand même des gens qui tombent un peu dedans quand même, Ouais, qui ouais. peuvent avoir un doute. Mais là, pour l'instant, c'est de la blague en fait. C'est de l'humour dont on se fait un peu peur en se disant que ça pourrait être de la désinformation, même si, bon, parfois la frontière est un peu limite, mais c'est encore de l'humour. Je sais pas ce que ce sera dans quelques mois ou dans quelques années, Ouais. mais on voit bien que ça peut être limite, enfin, que ça peut être dangereux en tout cas. En fait, pour moi, Gérald, est-ce que toi, t'es inquiet en tant que spécialiste Ouais, des quand même, parce qu'en médias fait, synthétiques? ouais, en fait, il y a quand même les effets, c'est que globalement, il y a une multiplication de ces contenus qui apparaissent sur le web. Effectivement, on se pose la question. Oui, on n'a pas toujours la réponse. Des fois, on tombe dans le panneau. En fait, ce que ça fait, c'est que ça nous accoutume surtout, Mhm. en fait, à ce niveau-là de manipulation. Ouais. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on on rentre dans le bain tranquillement, là c'est une petite eau tiède, tranquille, on s'y sent à l'aise et finalement ça va faire partie du paysage sur Internet. Le jour où il y a un gros pépin, où il y a une grosse image bien faite, bien truquée, où personne ne voit le truc et que ça passe sur France Info ou sur autre chose, parce qu'à un moment donné, on est tous faillibles et on peut se planter, et ben là, c'est la cata. Typiquement, quand on a eu le deepfake de Zelensky au début de la guerre, c'était pas un bon deepfake, c'était mal fait, mais en fait, dans les conditions les conditions de vue, elles sont vachement importantes. C'est-à-dire que quand on est ici à Paris, zéro problème pour identifier qu'il y a un souci. Quand on est sous les bombes ou qu'on est sur le front, qu'on reçoit un message de Zelensky, on se dit bah, peut-être qu'il faut que je lâche l'affaire, quoi. Et donc c'est vraiment ça le truc. Quand il y a eu, pendant la réforme des retraites, il y a eu un écran donc généré par IA, mais monté dans un comment dirais-je, un encart BFM, donc avec un habillage BFM TV, avec de la légende, etc. On peut se dire, bah voilà, ça peut être Macron est ici, allez le suivre, etc. Enfin, on peut très bien faire des appels un peu douteux de cette manière-là et créer des mouvements de foule qui peuvent être dramatiques à la fin, parce que oui, si on appelle à l'assaut à l'Élysée, voilà. Donc en fait, c'est vraiment ce niveau-là d'acceptation. En fait, on va probablement, si la tendance continue, et je pense qu'elle va continuer, il n'y a pas de raison. Oui, ça va plutôt dans ce Voilà, sens-là. on risque de se retrouver face à un problème. Mais il y a justement Citrouille dans le chat qui dit les images photoshopées, ça existe depuis bien longtemps. Là, c'est quoi qui change? C'est les plateformes, finalement, les réseaux là, sociaux? Ce qui change, c'est que tout le monde peut en faire, en fait. C'est surtout Ouais. ça, en fait. C'est que tout le monde peut en faire et qu'on va on va diffuser autant de fausses images que d'images vraies. Enfin, les images photoshopées, si on remonte même autant, l'époque de Staline déjà, on pouvait gratter et enlever le général qu'on voulait pas trop voir sur la photo. Mais sauf qu'en fait, ça prenait du temps, c'était une image et bon voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, ça va être un flux qui va pas se tarir, quoi. Enfin, c'est ça qui rend la mayonnaise un peu dangereuse, on va dire. C'est exponentiel, ça s'améliore. Et ça va avec un contexte aussi social ça va avec un de contexte défiance, social, de crise démocratique. Bah oui. Donc tout en ça fait, mis ensemble. Et c'est pas que les réseaux sociaux sont un problème en soi. Non. Enfin, Pas, faut pas tomber non plus dans le truc, ou que Photoshop soit un problème en soi. Encore que il y a quand même eu des dérives, mais l'outil, c'est un peu différent. L'IA et Photoshop ou l'outil de base, c'est vraiment des notions un peu compliquées. Mais globalement, il y a quand même eu des effets avec Photoshop, les fameuses couvertures de magazines qui ont vraiment eu un impact sur des millions de femmes qui font des régimes au mois de mai parce qu'on annonce sur les magazines des femmes en bikini. Bon, bah voilà, c'est la même chose. Là, en fait, on va avoir les mêmes répercussions, quoi. Et on a déjà des effets collatéraux, déjà. Avec ChatGPT, il y a quand même en Belgique quelqu'un qui s'est suicidé à cause de ça. Parce qu'en fait, ChatGPT lui a dit, écoute, ça va pas, mais t'inquiète pas, on va se retrouver au paradis. Et le mec s'est suicidé.
On a Iledil qui dit « Mais depuis quand faut-il prendre ce qui se passe sur Internet, enfin le web, pour argent comptant, c'est une sphère de trolls ». Alors justement, pour le moment, en tout cas, sur ces fausses images, il y a encore des petits détails qui peuvent permettre de les reconnaître. Si ça vous va, on va en jouer quelques-unes. Alors, celle que je voulais mettre, c'était celle-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui pourrait... Donc, on voit en gros un prétendu manifestant, c'est ça ? Ouais, c'est ça, qui aurait été frappé... Un vieillard. Pendant une manif contre les retraites, donc la semaine dernière. Celle-là, elle est assez difficile parce qu'en fait, on peut vraiment avoir un vrai doute. Ça fait pas faux, ça fait pas fausse peinture. Ça fait pas tellement faux et il n'y a pas beaucoup d'indices en fait. C'est pas si évident que ça. Ouais. Tu m'avais dit le regard. Alors déjà, il y a les visages des policiers. En fait, il y en a aucun qui est vraiment visible. Donc on ça voit déjà, pas les yeux. Ouais. C'est une première alerte. Mais il y a un côté le regard plongé dans l'ombre et c'est le cas pour tous. Donc, effectivement, on peut se dire que ça a été... Mais bon, il y a les visières, donc ça peut un peu flouer le truc. Mais en tout cas, il y a les visages des policiers déjà qui sont... qui interpellent un peu. Et après, il y a un autre truc auquel il faut faire gaffe, c'est en fait le casque. Les casques des policiers, ils ont souvent... il y a toujours un logo dessus. Et là, en fait, il n'y a pas de logo. Moi, c'est le truc qui m'a fait me dire que le casque n'était pas bon parce qu'en fait... une vraie photo aurait montré les vrais casques et l'intelligence artificielle va pas réussir à aller jusque-là. Ouais. Après, la visière en haut à gauche nous dit citrouille. Ouais, il y a une en visière effet, aussi on a l'impression qu'elle passe par-dessus. Puis les arbres au fond, je crois il y a de loin comme ça, il y a un pattern un peu bizarre qui fait pas naturel arbre. Mais je trouve que cette photo, le gars derrière a 3 protections d'épaule sur le bras. Ouais, alors aussi, ouais. Il faut avoir. Ah oui, c'est vrai. Il y a le coude, mais bon, il faut quand même avoir l'œil. Enfin, il faut être formé à ces questions-là. Cette photo, je trouve qu'elle est vraiment exemplaire dans ce sens-là. C'est qu'en fait, celle-là, c'est la plus, je pense que si on la montre à 100 personnes, je pense qu'il y en a la moitié qui pensent qu'elle est vraie. Ouais. Au départ, elle était diffusée croppée, recadrée. Okay. Donc du coup, en fait, on voyait que c'était un focus sur le visage du vieillard. Et du coup, en fait, on avait vraiment l'impression, ça se voyait parce que les pixels étaient un peu éclatés, mais on se disait, en fait, oui, effectivement, c'est extrait d'une vraie photo. Et comme il y avait eu la jeune fille juste avant, en fait, ça crée un contexte, quoi. Et sachant qu'en plus, cette photo a été diffusée avec la photo d'un homme qui avait l'air un peu âgé, un peu dégarni, qui était aussi tiré au sol sans qu'on voit son visage. Mais en fait, on pouvait avoir l'impression que c'était la même personne, alors que c'était pas du tout la même personne, mais on pouvait... Enfin voilà, ça crée le contexte et du coup, on pense que... Mais celle-là, je la trouve vraiment difficile parce qu'il y a vraiment très peu d'indices et je trouve que celle-là, elle est assez inquiétante dans le sens où on peut se dire que les fausses images vont être de plus en plus parfaites dans les prochains mois, quoi. La place du photographe aussi suggère Twitch TV Bankser. Donc hyper proche. Ah, ça existe. Ça arrive des photos en manif comme ça hyper ça proche. En 17 mm, on est dedans, il y a zéro problème. Allez, on en prend une autre. Forcément. Ouais, celle-là, le pape en doudoune. Là, il y aurait quoi comme indice ? Bon, je vous avoue que je prends vraiment les fausses images qui sont hyper réussies, mais là, c'est... à part la crédibilité déjà, il y a la crédibilité, que le pape mette une doudoune un peu stylée. C'est assez important quand même la crédibilité parce qu'en fait, quand c'est pas crédible, il faut quand même que ce soit une vraie alerte. Je préfère le vison, je crois. Voilà. Déjà se poser la question, voilà, le pape... Et après, l'autre, c'est sa main droite. La main droite, en fait, il lui manque la plupart des doigts, en fait, où les doigts sont vraiment très mal faits. Ouais. Et encore une fois, c'est quasi le seul défaut, je crois, parce que de mémoire, celle-là, c'est pareil, elle est... Alors, on voit quand même que sa peau, quand même, si on regarde bien, elle paraît un peu trop parfaite. Il y a pas un truc avec les lunettes aussi. Je la vois pas en gros plan. Je crois que c'était une autre avec les lunettes. Dans le chat, on nous dit le col et le visage du pape. En tout cas, les mains, pour le moment, c'est un peu la faille de ces intelligences artificielles. Les coutures, il y a certaines coutures, en fait, on a l'impression qu'elles fusionnent parfois, en fait, sur certains vêtements. Donc on voit un début de couture et puis en fait ça disparaît pas naturellement. Mais c'est pour ça que les mains, souvent, c'est vrai que c'est la faille. Mais par exemple, je reviens à la photo juste d'avant de la personne âgée, on ne voit pas les mains. La remettre. Et en fait, souvent maintenant les photos... Ah oui, les fausses images. En fait, souvent il n'y a pas les mains. Ou alors c'était les oreilles et les cheveux souvent qui sont mal faits. Alors les casques souvent, enfin aussi le haut du visage est souvent des incohérences à ces endroits-là. Mais là par exemple, celle-là, vu qu'on ne voit pas les mains, ça fait un indice en moins. Et ça rend encore plus difficile
Ce qui n'est pas le cas du pape avec sa doudoune, où en plus de la crédibilité, on voit la main qui est mal faite. Et il y a Yosemite Jake, qui dit le problème des mains, dans 2 mois, c'est réglé. Bah voilà, ça c'est sûr. C'est ça le truc. En plus, nous, on pointe les failles, donc j'ai envie de dire, c'est tout. Non, c'est réglé. Et puis en plus, on peut déjà en fait générer des images avec ce qu'on appelle des prompts négatifs, où on va dire, il me faut une image sans main. Ouais. Donc, allez, on va mettre celle-là maintenant. Donc Emmanuel Macron qui est faussement embarqué par des CRS. Là, on a quoi comme Alors là, on a la situation. Alors déjà la situation. Si c'était arrivé, on l'aurait. Il y a un côté traitement de l'image quand on a un peu l'œil, un côté presque. C'est vraiment les plis du visage qui sont très ombrés. Et là, après, surtout, en fait, c'est sur les doigts vêtements à gauche, nous dit Pisca Flash. Alors, il y a les doigts. La main à 18 doigts, nous dit Anzalef. Alors là, j'arrive pas à voir, mais c'est vrai que je crois qu'Emmanuel Macron a plusieurs. Ou les policiers plutôt ont plusieurs. La Paul, dit Bilal. Et ouais, surtout, en fait, les vêtements des policiers. Il y en a un, c'est Paul au lieu de police. C'est écrit Paul. Et l'autre, le logo correspond pas du tout au logo français. Et les casques. Alors, hier me semble assez identique en fait. Il y a une sorte de reproduction, enfin de symétrie aussi entre les gens. Et je crois que les casques n'ont pas tous les mêmes logos aussi et correspondent pas aux casques français. Vraiment les casques en fait souvent parce que c'est quand même très codifié les habits des policiers. Mais c'est pareil, il faut s'y connaître. Ouais, et puis en V6, il y aura et après ça va être très vite corrigé. Ça sera corrigé. Ouais. En fait, c'est encore facile. Là, faut se dire qu'avec une photo comme ça, c'est encore facile de voir qu'elle est fausse. En fait, ce sera peut-être plus le cas dans un an, quoi. Et est-ce qu'il existe des détecteurs de fausses images, donc des logiciels d'intelligence artificielle bienveillants? Je crois pas vraiment. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai noté Deepfake Ometer. Mais alors... Ouais, mais en fait, le problème, c'est que pour que ça soit efficace et qu'on puisse juger de l'efficacité de ce genre de détecteur, il faut que ça soit efficace à 99,999999%. Et la réalité, c'est qu'en général, c'est efficace à 80 ou 70-80%. Donc en fait, il y a toujours une part d'incertitude. C'est notamment le cas pour ChatGPT, par exemple, où le détecteur n'arrive pas complètement à déterminer si c'est du texte généré par une machine ou pas. Et c'est pareil pour l'image. Et du coup, en fait, et c'est le jeu du gendarme et du voleur. C'est-à-dire qu'on va améliorer Midjourney ou Stable Diffusion, il va falloir améliorer le détecteur, et puis et à un moment donné, en fait, on est coincé, quoi. Ouais. Toi, Thomas, en tant que fact-checker, entre guillemets, j'imagine que tu souhaiterais qu'il y ait davantage d'outils. Ou est-ce qu'on peut pas faire le poids, en fait? Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu... peut-être un peu pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à contrôler... Non, je pense... Enfin, non. Et à ralentir tout ce progrès-là. Non, oui, ça ira toujours. À part l'éducation. Voilà, c'est ça. Mais en fait, toujours cette réponse. Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui, en voyant ces photos, quand même, se posent la question. Enfin, c'est quand même un réflexe qui s'est quand même assez institué depuis quelques années, c'est de ne pas croire que tout ce qui est sur Internet est vrai. C'était peut-être un peu moins le cas avant. Je pense que c'est le premier filtre, en fait, il est là. Je suis pas sûr qu'il y aura un logiciel qui permettra de détecter. Après, j'en sais rien, peut-être que... Mais en fait, de toute façon, même s'il existait ce logiciel, on pourra le contourner assez rapidement derrière, en fait. Enfin, ça va beaucoup plus vite, en fait, de créer du faux que un peu de corriger le tir, quoi. Personnellement, je suis pas trop inquiet sur les médias classiques parce qu'en fait, tout le monde repose et au contraire, sur même, en fait. Voilà. Ça va être même renforcer en fait la crédibilité des chaînes de production, de contenu, d'information, les agences, etc., les photographes, la crédibilité d'avoir quelqu'un sur place et qui fait la photo. Et où il y a 2 organisations aux États-Unis qui s'appellent le Content Authenticity Initiative et le C2PR, en fait, qui ont créé une espèce de tag embarqué dans les images qui en fait certifie grosso modo la provenance, quoi, enfin la traçabilité en fait des contenus d'images. Bon, ça c'est un gage supplémentaire de la véracité des informations. Mais donc on va pas se retrouver facilement avec des médias grand public avec des images de ce type-là. En revanche, sur les messageries, ça c'est un autre délire. Ça sera autre chose, ouais. Voilà. Okay. Mais après, du coup, le rôle du média aussi va aussi changer. Tu penses que ça va redonner de la crédibilité En tout cas, pour avoir une info vraiment fiable, ce sera du coup plutôt un média, comme France Info, où il y aura, en théorie, on ne sera pas évidemment pollué par ce genre de fausses images. Donc, ça peut redonner une crédibilité. Après,
Après, voilà, je suis pas devin, mais en théorie, ça pourrait. Enfin voilà, c'est le fait qu'il y ait plein de fausses images, c'est aussi la preuve qu'il y aura besoin de journalistes à un moment pour démêler le vrai du faux et dire ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas. Ça peut renforcer un peu la place du journaliste. Du journaliste de terrain aussi. Aussi, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on va plus pouvoir trop se payer le luxe de rester à distance. Il va falloir forcément envoyer quelqu'un sur place pour vérifier si c'est vrai ou pas et sur la foi du témoignage. Alors après, évidemment, il faut avoir foi à la personne qu'on envoie et il est arrivé dans l'histoire qu'il y a des gens qui bidonnent des reportages, etc. Enfin, c'est quand même, extrêmement marginal et face a priori au volume d'images produites, on est plutôt tranquille, quoi. Derzuk dans le chat qui dit « Je trouve que le problème, c'est quand ces fausses images arrivent sur TikTok ou Instagram, les gens regardent 10 secondes la photo et swipe. Du coup, ils regarderont jamais les détails. » Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Pas bête du tout. Macalbarn dans le chat qui dit « Est-il imaginable à l'échelle mondiale d'imposer de signer l'image par intelligence artificielle ?» Ce serait de mettre une espèce de QR code ou de certifier que cette image a été créée par intelligence artificielle. Sur le papier, c'est une bonne idée. Après, faut le faire, en fait. C'est l'objet de ce que je vous disais là, du Authenticity Initiative qui vise à faire ça, une sorte de signature numérique. Il y avait aussi l'idée d'utiliser la blockchain pour certifier les contenus et avoir une traçabilité, de mettre ça, d'embarquer ça dans les appareils photo directement ou dans les téléphones portables ou dans les caméras. Bon, il y a tout un tas d'objets techno qui peuvent être mis en place. Après, ce qui est en fait regrettable, c'est que globalement, on est là directement au cœur de la techno, c'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement réfréner en fait l'apparition de ce genre d'outils, ou en tout cas les restreindre à un certain cercle professionnel et en empêcher la diffusion aussi large. Et en fait, c'est ça, c'est la démocratisation aussi large de ce type d'outils hyper puissants sans vérification qui pose problème. Et alors, Gérald, notamment sur Twitter, tu parles du liar dividend. C'est quoi ? C'est la prime au menteur, en fait. C'est globalement un phénomène qui a été identifié quand les deepfakes ont commencé à apparaître. Typiquement, on voyait sur les réseaux dire « oui, mais c'est un deepfake », y compris quand c'était une véritable vidéo. C'était un argument pour dire « on ne sait pas dire si c'est un vrai contenu ou un faux contenu, et donc du coup c'est un deepfake en mode il y a toujours un doute et donc c'est probablement faux. » Et donc en fait c'est la prime au menteur, c'est-à-dire que c'est toujours le menteur qui va s'en sortir, qui va arriver avec son argument, dire je mets je mets un contenu faux fabriqué sur Internet, et en fait on va plutôt avoir tendance dans le volume à dire que la véritable image peut être fausse, et puis celle-là, pourquoi elle ne serait pas vraie? Et toi, Thomas, typiquement, là, à la cellule, sur les articles que vous avez publiés sur le sujet, ça suscite quel type de réaction de manière générale, en commentaire ou autre? Alors, généralement, ceux qui vont le lire, en fait, c'est un vrai problème qu'on a. En fait, les gens qui vont lire nos articles, généralement, sont plutôt bienveillants. C'est plutôt des gens qui, du coup, viennent sur le site de France Info et qui, du coup, sont intéressés, sont plutôt contents de savoir, de trouver les indices pour pouvoir détecter les fausses images. Mais c'est des gens qui, du coup, je pense, ont pu avoir le doute en voyant la photo, mais ne sont pas forcément tombés les deux pieds dedans. Les gens qui sont tombés les deux pieds dedans, par exemple, je ne sais pas comment ils réagissent. Déjà, je ne pense pas qu'ils lisent spécialement nos articles. Après, oui, je pense qu'il y a surtout une envie ou un besoin, un peu on parlait d'éducation média, d'avoir les codes et de savoir comment on peut déceler ces fausses images aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu démunis face à ça. Ouais, exactement. C'est un bon conseil. Il y a Wolf Crazy Wo qui dit « Bonsoir ». Même une vraie image photo, il suffit d'une légende pour lui donner une autre histoire. Merci aux journalistes de faire un travail de recherche sur leurs sources. Ça sera de plus en plus difficile. Justement, comment les médias doivent se positionner par rapport à ces fausses images? Peut-être commencer par ne pas les utiliser. Il y a Le Figaro, SoFoot, Regard.
en une semaine, voilà, à défaut d'avoir des images d'illustration pour illustrer leur article, on fait appel à des fausses images. Ça, c'était un peu le truc à pas faire, quoi. Bah, c'est le truc à pas faire parce qu'en réalité, en fait, à partir C'est donner du crédit. il y a deux choses. C'est-à-dire que l'IA, ça permet d'optimiser des choses, de gagner un peu des sous, quoi. Donc de ne pas faire appel à un graphiste. À un graphiste, un illustrateur, un photographe. Donc bon, là déjà, il y a un souci, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye, en fait, sous des prétextes en fait d'embellissement, on va dire bon, on va prendre ça. Oui, on n'a pas le budget pour. Bah oui, mais dans ce cas-là, voilà, c'est un problème d'allocation de fonds. Et puis après, derrière, il y a le côté porte ouverte. En fait, voilà, bah, si on commence à intégrer des images générées par IA dans une publication censée justement être la référence, bah de suite, ça pose problème, quoi. Et après, par exemple, en Allemagne, il y a Bild, qui est quand même pas le plus petit des journaux allemands, qui a déjà dit qu'ils allaient tailler un peu dans les effectifs. C'est tout le groupe Axel Springer qui décide de tailler dans les effectifs. Et en gros, qui part du principe ils vont supprimer des postes de journalistes. Exactement. Ils partent du principe qu'un reportage, il y a besoin de journalistes parce qu'il va falloir faire passer les émotions, il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée. Mais en gros, des brèves qui sont publiées sur le site internet, des choses assez automatiques, aujourd'hui qui sont faites par des journalistes, pourront être faites du coup par des intelligences artificielles. On sort du cadre de la fausse image, mais c'est dire la place que ça va pouvoir prendre dans les années qui viennent. Et là, ça commence en Allemagne. Ça commence. Ça existait les déjà. Allemands, d'habitude, c'est des exemples pour nous. Non, mais en fait, ça existait déjà, l'automatisation des contenus aux États-Unis pour tous les contenus sportifs ou les élections. Mais c'était quand même assez marginal. Oui, c'est pour des trucs qui sont là, il y a qu'on peut reproduire facilement, quoi. Ouais. Bah justement, CNET, par exemple, ils font pareil. CNET, qui est la boîte, le journal en ligne, licencie aussi du monde sur ce sujet-là. Et ça touche aussi l'administration, ça touche plein de corps de métiers différents, quoi. Et alors, j'ai noté du coup dans cette dépêche le dirigeant du groupe Matthias Döpfner qui a écrit à ses salariés et qui a dit, je cite, « L'intelligence artificielle va révolutionner le journalisme et l'industrie des médias en soutenant ou en remplaçant le journaliste. » Donc c'est clairement les mots qui sont utilisés. Et vous, en tant que journaliste, comment vous percevez cette... Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin quand même d'un journaliste pour un moment ou un autre. Il y a un travail qui ne pourra pas être automatisé, on l'a dit tout à l'heure, forcément... douter, analyser... Ouais, une intelligence artificielle, on pourra l'influencer, par exemple. Alors, ça peut être aussi faisable pour un journaliste, mais c'est quand même plus difficile, on va dire. Il y aura quand même toujours besoin à un moment d'une vraie personne, d'une personne humaine. Je ne suis pas tellement inquiet en général. Après, tu dis qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés aussi. Voilà, c'est ça. Après, par contre, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle changera le rapport au travail et fera évoluer des métiers, mais pas que chez les journalistes, dans vraiment plein de métiers... et de manière assez brutale et assez rapide. J'imagine que ça va être tout ce qui va être dans l'administration, tout ce qui va être administratif, dans les bureaux, etc. Ça va dans le droit aussi. Dans le droit aussi. Tout ce qui pourrait être automatisé, on ne s'en rend pas tellement compte peut-être encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais ça le sera et ça va aller très vite. Je crois que il y a une étude de Goldman Sachs qui disait que je crois que c'était 300 millions d'emplois dans le monde, c'est ça, 300 millions d'emplois. Donc les pigistes peuvent en souffrir, nous dit M. Wendingo. Les 300 millions, on est 70 millions en France, donc c'est quand même énormément de monde, 300 millions. Ouais, toi Gérald, en tant que journaliste, comment tu vois cette potentielle... Moi je regarde ça plutôt au niveau de la rédaction des newsrooms, c'est-à-dire il y a eu des études qui ont montré qu'en fait les newsrooms, les rédactions ont besoin d'une taille critique pour pouvoir fonctionner correctement, être efficaces. Et donc en réalité, si on commence à taper dans les effectifs pour avoir des gains de productivité, donc là il s'agit vraiment d'un aspect économique de la chose, on risque de se retrouver avec des rédactions moins efficaces parce que moins de gens pour pouvoir faire les rotations, le travail de nuit, de jour, etc. Bref, l'organisation interne du service. Et donc ça risque fortement d'impacter le fonctionnement des rédactions. Et là, en fait, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est l'efficacité derrière à traiter justement un flux de fausses informations qui va, lui, par contre, exponentiellement, de façon automatisée, exister dehors. Il y a des gens qui sont emparés un peu de ça, le spam qu'on reçoit par email, c'est l'outil, ChatGPT par exemple, c'est l'outil rêvé pour les spammers. Pour les spammers, oui. Mais en fait, les fermes de désinformation vont aussi utiliser ça. Donc en fait, on se retrouve un peu face à une décorrélation entre
ce qui a à traiter, le problème à traiter, et puis en fait les ressources qu'on met en face, quoi. Voilà. Et, le chat est en train de nous lister tous les métiers qui pourraient être oui, alors il ne faut impactés. pas se fier à la liste que ChatGPT écrit lui-même des métiers qui vont disparaître. On a les comptables, les archivistes, dans l'art, les pigistes, les agents de mairie, les secrétaires. Ouais, typiquement, par exemple, pour moi, les pigistes et les étudiants en journalisme sont particulièrement impactés, pas parce qu'en fait on va les remplacer directement, mais parce qu'en fait on va les tâches qui sont affectées aux jeunes journalistes et aux pigistes vont disparaître. Mais comme pour les jeunes illustrateurs, en fait, c'est l'entrée sur le marché du travail va être compliquée parce qu'en fait, les tâches un peu répétitives. Un peu répétitives, là où on apprend en fait le métier. Et on peut gagner 2-3 sous parce qu'en fait, en faisant ça, mais on continue de faire ce qu'on aime. Donc du coup, il y a un côté un peu vertueux, même si c'est un passage un peu rébarbatif. Ça risque de disparaître. Et donc du coup, en fait, de plus assurer aux gens les moyens de subsistance pour ça, de se tourner vers d'autres activités économiques. Et donc en fait, une aspiration de graphiste, de journaliste ou d'autres professions, de plus pouvoir la mener au bout parce qu'en fait, les tâches initiales de rentrée de carrière auront disparu ou seront très affectées, quoi. Alors tout à l'heure, on disait sur les fausses images qu'on voit circuler, pour le moment, c'est des scénarios un peu humoristiques, un peu drôles, en tout cas peu crédibles. Quelles pourraient être justement les dérives à venir, si on devait lister un peu les pires scénarios Il peut y en avoir plein. Tout à l'heure, par exemple, Zelensky avec l'Ukraine. Macron et Poutine, j'ai vu. Ça pourrait... J'ai vu une fausse image de Macron et Poutine et le texte c'était Poutine est arrivé à Paris pour une visite d'État de 2 jours. Imagine cette photo... Ça pourrait créer des crises diplomatiques ou c'est un peu abusé? Ça pourrait créer des incidents. Imagine une photo de Poutine avec Macron à Paris qui arrive sur le front ukrainien. Effectivement, si on est soldat ukrainien, on peut avoir un peu à ce moment-là les boules et de se dire qu'est-ce qui se passe. Ça peut créer vraiment des incidents. Mais il y a déjà eu quelques images. Vous voyez une photo qui n'est pas très crédible, mais de Poutine qui était à genoux devant Xi Jinping, vraiment, en mode vassal. Ce genre d'image, ça pourra créer un jour ou un autre un incident diplomatique. Après, tu parlais aussi de Macron, par exemple, en manif, ça peut aussi créer un mouvement de foule. Il peut y avoir tout un tas de trucs qu'on peut ne pas tout à fait soupçonner aujourd'hui, mais en tout cas, qui pourraient être dangereux. J'avais noté aussi les deepfakes pornographiques. Ça pourrait être une dérive. Ça existe déjà. En tout cas, avec ces fausses images, ça pourrait être encore plus réaliste. Alors, il y a 2 choses sur la pornographie. Oui, effectivement, ça peut être un vrai problème parce que jusque-là, c'était limité aux techniciens, à ceux qui savaient quand même manipuler ça. Maintenant, on peut faire des images, générer des images à partir d'images réelles. Et donc, du coup, effectivement, n'importe quelle photo peut finir d'une personne, même anonyme, peut finir en théorie avec ce type de modèle en porno. Mais à mon avis, moi, ce qui me pose le plus d'inquiétude, c'est la réécriture de l'histoire, quelque part. En fait, la réécriture d'événements historiques ou de la réinterprétation de situations... d'événements déjà passés, réécrits à des fins de propagande interne purement idéologique. Du type, non mais finalement... George Floyd n'est pas mort, on l'a vu faire ses courses au supermarché du coin. Malik Osekine a 50 ans, il vit tranquillement dans une banlieue d'une petite ville de province. Ça etc., pourrait mettre du doute partout, en fait, dans tout. Pour alimenter, en fait, une sorte d'agenda idéologique ou politique. Et ça peut être très, très problématique. Là, je fais un exemple typique, mais la semaine dernière, j'ai vu des photos du tournage des premiers pas de l'homme sur la Lune dans un studio hollywoodien. Là, on est vraiment dans c'est une redite du documentaire de Carrel. Et là, c'est vraiment le thème complotisme de complotisme de base. Mais ouais, clairement, on peut réécrire l'histoire. C'est pareil, j'ai vu aussi une photo de Bush après un tremblement de terre à Los Angeles en 92 ou 93, je sais plus, ou tout début des années 2000. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre à Los Angeles à cette date-là, quoi. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos. Sur le 11 septembre, il n'y a rien eu encore. J'ai rien vu. J'ai pas vu, non. Mais j'ai vu il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos, alors drôles, noir et blanc, des soucoupes volantes qui débarquaient à Paris dans les années 1850. Non, il y avait la Tour Eiffel déjà, mais bon, voilà. Les ovnis. Les récupérations politiques aussi. Il y a les élections américaines bientôt, l'année prochaine en fait. C'est le test. Ouais, c'est le test, Gérald, tu dis? Ouais, c'est le test. C'est-à-dire que là, on a en plus
C'est d'autant plus le test avec ce qui arrive à Trump en ce moment. Ah oui. Et donc, du coup, là, on va, je pense, avoir à la fois des campagnes de désinformation, des campagnes de manipulation, des campagnes assez massives de la part des supporters de Trump, entre autres, mais pas que. Genre l'équipe de campagne de Donald Trump pourrait... Qui va attaquer le camp adverse, les démocrates, le candidat pourrait même démocrate produire des fausses images. Alors, pas directement, je pense. Moi, j'y crois pas. Ouais. Mais l'entourage. Les fameux PAC et Super PAC, qui sont des organisations financées dont on n'a absolument aucune traçabilité financière et qui peuvent agir sur commande de X ou Y sans avoir... Voilà. Mais oui, c'est clairement, ça pourrait arriver. Après, il y a vraiment, alors, c'est pas que les fausses images, mais la désinformation. Trump a fait rentrer aussi, un peu comme Midjourney, il nous a fait rentrer Trump dans une nouvelle ère, quand même, depuis 2016. Il y a vraiment un vrai changement où depuis 2016, tout peut être un peu vrai ou tout peut être un peu faux, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bon, il nous reste pas énormément de temps, mais... Des vacances. Non, mais les États, ils peuvent faire quoi face à tout ça? L'Union européenne veut faire un règlement veut légiférer sur l'intelligence artificielle. C'est à fin d'année ou début 2024. Ouais, c'est ça. Donc autant dire qu'en 3 semaines, il s'est passé plus de trucs en 3 semaines que le temps. Voilà, donc il faut l'appliquer en plus, la loi. Il faut l'appliquer, c'est infaisable. En fait, vous dites on peut pas légiférer, on peut pas contrôler. Alors si, on peut contrôler, mais avec des principes déjà existants, avec des lois déjà existantes. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas démunis, on n'est pas complètement à poil. C'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre législatif qui existe et qui permettent en fait de faire un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai que sur le déploiement des technologies dans notre espace public, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça dépend des États-Unis, de la bonne volonté des Américains à utiliser ou pas, ou à laisser faire, on va dire. Et ce laisser faire, en fait, il se heurte aux impératifs économiques des États-Unis, à la compétition avec la Chine, etc. Nous, un peu, on est au milieu et on compte un peu les points. Mais puis encore une fois, la technologie ira quand même toujours plus vite, en fait, là, que le législatif, en fait. Est-ce qu'il faut interdire? L'Italie a interdit ChatGPT. Là, pour le coup, ils ont une bonne raison légale. Donc ça pourrait être interdit en France et partout en Europe, puisque c'est la même base légale, c'est sur les données privées. GPD, et là, c'est vraiment une décision politique, en effet. Après, est-ce qu'un jeune Italien ne l'utilisera pas aujourd'hui? Après, on peut utiliser des VPN et des choses comme ça. Donc, en fait, en vrai, l'application, elle est pas très facile. Mais par exemple, en Afrique, ce qu'ils ont sur le continent africain, il y a un GPT-like qui a été inventé, qui s'appelle, je vais essayer de pas me planter, c'est Idaba, je crois, le nom qui regroupe 400 chercheurs en intelligence artificielle, 2000 langues africaines qui sont répertoriées. Et là, pour le coup, on a l'émergence d'une technologie locale et qui, du coup, fait gaffe, fait attention, en fait, avec les gens avec qui ils travaillent, quoi. Est-ce qu'on peut compter sur les GAFAM pour faire quelque chose ou pas? Pourquoi? Je sais pas, est-ce qu'ils pourraient développer un détecteur de fausses images et les bannir tout de suite? Oui. Mais en vrai, on se dit... Non, mais ils le font. Mais OpenAI a sorti un détecteur de ChatGPT, etc. Ouais. Mais en réalité, on est plus de l'ordre et Facebook avait fait un détecteur de deepfake, ils ont arrêté. En fait, on est plus de l'ordre de l'affichage marketing que... Aujourd'hui, sur de la désinformation, quand il y a une fausse image ou une fausse info qui circule, les réseaux sociaux, souvent, Twitter, c'est le cas, va dire c'est faux, mais en fait, on va la laisser circuler pendant une semaine, 2 semaines, et voilà. C'est terrible quand même de se dire que... moi, je trouve qu'on peut pas compter sur les géants de la tech pour parce qu'en fait, c'est un peu de... C'est un choix de société, là. En fait, on est aussi... c'est un peu... En fait, en réalité, on se retrouve, alors pas forcément sur les IA génératives, mais sur l'IA en général, c'est un choix de société. À quel point on veut avoir cette technologie rentrée dans nos vies pour tout et n'importe quoi. Après, on peut parler... Il n'y a pas que des aspects négatifs sur l'IA, bien au contraire. Sur la santé, par exemple, ça aura aussi... Allez, terminons avec... Mais avant de lister les points positifs, ça va être prouvé, parce que moi, j'en ai pas vu des aspects pour les... On arrive sur les points positifs, mais aujourd'hui, il y a quand même Elon Musk qui a
qui a fait sauter le badge bleu du New York Times. Là, c'est une politique en les commerciale. accusant de propagande. Donc on se dit, peut-on compter sur Elon Musk pour virer des fausses images Il a signé cette lettre ouverte, entre autres, qui alerte le monde entier sur les dérives potentiellement catastrophiques de l'IA. En même temps, lui-même veut monter une boîte, une alternative à ChatGPT. Et justement, 6 mois de break chez les autres peut aider. Ça peut, oui, très clairement. Donc bon. Et c'est vrai, Elon Musk participe à bien brouiller les cartes sur la désinformation générale, mais c'est une pierre de l'édifice, en fait, qui est quand même très complexe. Est-ce que toi, tu as un badge bleu, par exemple ? Alors, je l'ai encore. Je l'avais encore ce matin. J'ai regardé. Je l'avais encore ce matin. Je ne sais pas si je l'aurai encore demain, mais je l'avais encore ce matin, en tout cas. Ok, donc tu... Mais je ne paierai pas pour citer la question. Oui, c'est ça. Bon, les points positifs de... de l'intelligence artificielle, Alors, Thomas. Sur la santé, quand même, il y a quand même des entreprises en France qui bossent dessus. Et la promesse, en tout cas, ce serait de pouvoir... Pas sur les images, en tout cas. Pas sur les images, non, mais de pouvoir anticiper certaines cellules cancéreuses. Alors après, effectivement, avec le succès que ça aura, je ne sais pas précisément, mais il y a en tout cas quelques entreprises qui travaillent là-dessus. Ça ne sera pas que du négatif. Et même tout à l'heure, on parlait des métiers rébarbatifs. Il y a certains métiers qui... seront peut-être soulagés grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, il n'y aura pas que du négatif, en tout cas. Ouais. Je pense pas. J'espère, en tout cas. Gérald, t'es team positif ou optimiste ou pessimiste? Je suis team ambivalent, en vrai. Moi, je suis vraiment en méfiance totale. En vrai, c'est beaucoup de promesses. Et ça fait au moins 20 ans qu'on le voit dans les industries de la tech. C'est toujours on va sauver le monde, on va revivifier la vie en général. Et en fait, on attend toujours. On va libérer les travailleurs. C'est ça. Et en fait, ça n'existe pas. En revanche, par contre, il y a des effets concrets qui sont là déjà mesurables. Et ça, ces effets concrets, pour le coup, on parlait de porno et tout ça. Enfin, ça, c'est vraiment c'est des victimes, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui parfois même décèdent à cause de ça. Enfin, se suicident, tu l'as dit tout à Tesla, l'heure. c'est quand même 10 morts l'an dernier. Hein. Ouais. Donc, il y a 10 personnes qui ont perdu la vie à cause de l'IA. Ça, c'est concret. Ouais. Mais l'IA, est-ce que ce serait pas une... Alors, je sais pas, parce que je suis pas devin, mais est-ce que ça va pas être une évolution comme l'a été Internet il y a 30 ans et qui, aujourd'hui, Internet a changé les vies d'absolument... Enfin, on verra si on est là ce soir, on est sur Internet. Enfin, sur Internet. Enfin, du coup... Il faut pas l'interdire, mais il faut certainement réguler. Ça ne veut les pas médicaments, dire... ça a un effet extrêmement concret sur la vie des gens et c'est testé pendant des mois et des mois, voire des années, et avant une mise en marché. Et je pense qu'en fait, il faudrait avoir la même chose sur ces systèmes de techno, c'est-à-dire un test pendant des années, une validation d'innocuité, entre guillemets. Oui, là, c'est testé vraiment à échelle humaine. Très clair. Ce qui colle au mur, ça reste, quoi. Merci beaucoup. Merci. C'était passionnant. Nawal Pari qui dit il y a pire, il y a même déjà un autre compte du New York Times certifié qui n'est pas le bon. C'est ça qui est le faux. Ça, c'est terrible. Hein. C'est quoi Thomas Pontillon a bien encore son badge bleu. Voilà. I don't care but vient de vérifier. Je n'ai pas payé. Voilà, tu as toujours ton badge. Merci beaucoup. Tu as ton badge, toi ? Non, moi, j'ai pas de badge. Non, moi non plus. Je fais partie de l'anonyme. Ben oui, mais en vrai, je trouve que c'est une question qui se pose chez les journalistes parce que du coup, si on n'a pas le badge, on n'est pas invisibilisé par Twitter, mais presque en tout cas, on n'apparaît plus comme un poste important, prioritaire, quoi. Je peux rassurer, maintenant, on est du côté du New York Times, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Gérald Olubovic, journaliste spécialiste des médias synthétiques, auteur de la newsletter Synth aussi, qu'on vous envoie dans le chat, et Thomas Pontillon, merci. Journaliste à France Info, à la cellule Vrai du Faux. Là, demain, tu fais quoi ? Est-ce que tu sais ? Alors demain, on verra demain matin après la conférence de rédaction. Au jour le jour. Exactement, on va voir ce qui émerge. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'étais sur la fin de vie, sur le lexique autour de la fin de vie, suicide assisté, euthanasie. Pour remettre un peu du clair sur la différence. Exactement, ce que recouvre précisément chaque mot. Et oui. Parce que, donc, à la cellule Vrai du Faux, on fait du fact-checking, mais aussi juste de la définition du décryptage, voilà, exactement. Merci à vous, en tout cas. Merci, le chat, de nous avoir suivis. C'était chouette. J'espère que ce stream vous a plu. En tout cas, Nawal Pari, encore un stream super intéressant. Merci beaucoup. Merci les modos. C'est gentil, ça. Merci à vous. On vous envoie tout un tas de liens pour approfondir le sujet après l'émission, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le serveur Discord. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
l'heure en début de stream. Et demain, on se retrouve à 18h. Alors, je ne peux pas vous parler du sujet dont on va parler, parce que c'est une révélation de la cellule investigation de Radio France. Et donc voilà, revenez demain à 18h pour savoir ce qu'on va vous révéler, ce teasing. Merci beaucoup, bonne soirée. Et ne bougez pas le chat, je vais faire un raid. Je vais regarder qui est en train de streamer et je vais faire un petit raid. Merci en tout cas, à demain, salut.